Voilà. Maintenant donc, cette première intervention, un temps de réflexion sur, qu'est-ce que la tentation de saint Antoine? Qu'est-ce que c'était que la tentation de saint Antoine? Qu'est-ce qu'elle est? Heu, Comment est-ce qu'elle a été faite et qu'est-ce qu'elle est devenue? Alors pourquoi la tentation de saint Antoine? Parce que justement c'est un classique du théâtre de marionnettes, hein, au 19e siècle en France, en Belgique. Un classique qui a été repris jusqu'à aujourd'hui. Qui est encore repris pour, rendre hommage, souvent d'ailleurs à ces théâtres populaires, en particulier les théâtres ambulants du 19e siècle. Donc d'abord, voilà, c'est un classique de l'écriture pour marionnettes et puis le texte de ce spectacle, dans les versions qui ont pu être conservées, constitue aussi une forme de cas d'école, je crois, pour réfléchir à la façon dont, le spectacle de marionnettes s'inscrit dans la culture de son temps. Comment il fait jouer ensemble, des héritages anciens, parfois, venus de la culture orale et les productions des écrivains, des artistes et puis aussi comment il se situe par rapport aux autres formes théâtrales de son époque. Donc La Tentation de Saint-Antoine, je dirais, c'est une sorte de mythe, un spectacle qui a souvent été présenté d'ailleurs comme la survivance d'un mystère du Moyen Âge, un témoignage d'une religiosité, simple, naïve, émouvante et pourtant, les informations à son sujet sont vraiment très contradictoires. Si on essaie de se documenter, on voit vraiment des affirmations extrêmement, voilà, diverses, et voilà, qui sont évidemment absolument incompatibles les unes avec les autres. Et la première grande information, bah, c'est celle que donne dès 1852 le grand historien de la marionnette, Charles Magnin, dans la marionnette en Europe. Dès 1852, Charles Magnin qui évoque justement la tentation de Saint-Antoine et dit: «Mais en fait, le texte, bah, c'est celui, d'un pot-pourri de chansons érotiques de, Michel Jansedaine, du milieu du XVIIIe siècle». Donc déjà ce témoignage a un siècle de mais quand même le mythe d'un texte médiéval, d'une sorte de dernier vestige de ce que pouvaient être les mystères du XVe siècle, va se retrouver quand même assez longtemps dans le discours critique ou dans la présentation de ce texte. Alors d'abord, voilà, je pense que la première chose à voir, c'est comment ce texte a été fabriqué, parce qu'il s'agit vraiment d'une fabrique et on voit qu'il y a des agencements un peu différents. Heu, donc cette pièce, elle est, au répertoire des compagnies itinérantes, hein, qui circulent à travers la France avec les théâtres forains en France, du Nord surtout, enfin dans le nord de la France, Picardie, région de Lille et cetera. Mais aussi, à travers toute la Belgique et par ailleurs, cette pièce, elle est aussi jouée, pour marionnettes, dans des théâtres fixes, de petits théâtres parfois des plus grandes salles. Heu, alors marionnettes, à fil, à tringles, en nombre chinoise, comme on dit à l'époque, en gaine aussi et dans des établissements qui peuvent se trouver aussi bien à Bordeaux, qu'à Paris, à Rouen, à Reims et puis, comme je le disais aussi beaucoup dans le Nord et en Belgique. Un spectacle donc qui est tellement, familier, tellement aimé du public que souvent d'ailleurs la baraque des marionnettistes, on l'appelle, baraque Saint-Antoine, en Picardie ou en Wallonie. Même simplement d'ailleurs aussi Tentation, même si on y présente d'autres spectacles. On va à la Tentation, on va, voir la baraque Saint-Antoine. Alors le texte est anonyme, sans auteur revendiqué. On n'en trouve, aucune mention avant, la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la première mention finalement du titre même, de la Tentation de Saint-Antoine comme spectacle pour marionnettes, je ne connais pas avant, 1766 à Amiens, lorsqu'un marionnettiste qui s'appelle Revillot demande l'autorisation à la ville de jouer justement cette Tentation de Saint-Antoine. Alors les textes de cette époque ne nous sont pas parvenus. Le premier que nous conservions, il date de 1791. Il a été joué à Versailles le 7 novembre 1791. C'est ce qu'annonce, l'édition, qu'on en connaît qui elle date de 1843 dans un recueil de textes, pour enfants.
Heu, ensuite, voilà, disposons en particulier pour la deuxième moitié du 19e siècle et puis le début du 20e, on dispose d'un assez grand nombre de manuscrits, parfois déjà édités, parfois restés à l'état de manuscrits, et ce qui est frappant, c'est que quelle que soit la région, heu, justement Reims, Chartres, Paris, Rouen, la Belgique, on retrouve toujours le même texte. C'est-à-dire on retrouve toujours, le même déroulement, même action et des parties entières, du texte sont exactement identiques. Donc il y a une très forte homogénéité de ce texte. Alors, pour en dire quelques mots, la pièce commence par une scène de conseil, en enfer où le roi des démons s'inquiète de voir, qu'un nombre toujours plus réduit de nouveaux damnés, lui arrive chaque jour. Alors ce roi des démons, c'est parfois Lucifer, c'est parfois Pluton. On mélange la mythologie gréco-latine avec, l'enseignement chrétien. C'est assez habituel dans les cultures populaires. Donc on explique à Pluton ou à Lucifer que, bah, c'est parce qu'il y a, un saint ermite qui, justement prêche et convertit et ramène toute l'humanité, sur la voie du salut. Donc Lucifer ou Pluton, se fâche ou Satan d'ailleurs et dépêche ses démons sur terre pour, justement, terrifier saint Antoine, l'obliger à justement renoncer à cette action qu'il accomplit et alors soit, la fille de Lucifer, soit la femme de Pluton, Proserpine, propose d'y aller aussi et avec ses charmes d'aider à, justement, tenter, dans un autre sens, saint Antoine et de le faire justement ainsi, entrer dans la voie du péché et se damner. Bon, voilà, 1re, scène, cette scène de conseil. 2e tableau, généralement il y a 2 actes ou 2 tableaux. Là, on est dans un autre décor, on est devant l'ermitage de saint Antoine. Saint Antoine est accompagné d'un cochon, c'est sa représentation traditionnelle, j'y reviendrai. Et il est, terrifié par une tempête, un orage qui menace. Arrive, Proserpine qui cherche à séduire donc Antoine et se fait, repousser. Parfois aussi, Pluton ou Lucifer apparaissent eux-mêmes, déguisés souvent en mendiants, pour proposer à Antoine, au bout d'un ou 2 échanges de dialogue, bah, de prendre, justement, la royauté du monde, de devenir, justement le maître de la terre, comme, Satan l'avait proposé, au Christ, hein, justement dans ce que celui-ci était, c'était et justement, et dans cet épisode du Christ au désert que rappellent, les évangélistes. Voilà, donc devant le nouveau refus de l'ermite, les diables se déchaînent. Ils commencent par mettre, le feu souvent à la queue du cochon ou bien ils lui enfoncent un soufflet, dans l'arrière-train. Mais l'épisode du feu, j'y reviendrai, est un épisode vraiment, très familier et très, très habituel. Enfin, c'est le clou du spectacle, on peut le dire. Après quoi, les diables détruisent, l'ermitage, le font tomber en pièces. Antoine se lamente et puis un ange arrive, chasse les démons et nous avons l'apothéose, la montée au ciel d'Antoine. Voilà pour la pièce qui se joue, en 30 minutes, 40 minutes, parfois 1 heure selon les versions, selon les publics, selon les cas. Alors cette histoire n'a absolument rien à voir avec, le récit officiel de la vie de saint Antoine tel qu'il est, justement connu, et transmis par l'Église. La vie de saint Antoine, en fait, nous a été rapportée d'abord par un de ses contemporains, hein. Saint Antoine a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ.
Et c'est saint Athanase qui l'a connu, qui publie écrit en 360 après Jésus-Christ, donc une vie de saint Antoine. Ensuite, toute une série de pères de l'Église reprendront cette vie exemplaire. On la verra bien sûr dans toutes les vies reprises dans toutes les vies de saints. Saint Antoine est un saint du calendrier, hein, on le fête le 17 janvier. Il faut surtout pas le confondre avec saint Antoine de Padoue. Là, je parle vraiment de saint Antoine du désert, saint Antoine l'ermite, hein, deux personnalités très très différentes, même si parfois elles ont été confondues justement. Donc la légende dorée, par exemple, ce grand recueil écrit en 1266 par Jacques de Voragine, qui raconte l'histoire de tous les grands saints de l'Église, et de tous les saints du calendrier d'ailleurs, justement, euh, comporte évidemment une vie de Saint Antoine. Donc cette vie est bien connue, elle occupe, on va dire, une place stratégique d'ailleurs dans l'histoire de l'Église chrétienne, puisque Antoine est, voilà, ermite, est considéré comme le fondateur du monachisme chrétien, c'est-à-dire le premier moine, justement ayant défini qu'est-ce que c'était qu'être un moine pour le christianisme, et en particulier justement par son refus de la société humaine, par la décision de devenir un ermite anachorète, hein, ceux qui fuient la société des hommes, justement. Donc c'est un noble égyptien, petit propriétaire terrien, qui a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ, qui a fait don, lorsqu'il a hérité de ses parents très tôt, il a fait don de toutes ses richesses aux pauvres, et puis justement a commencé de vivre une vie à l'écart, et puis de plus en plus à l'écart, parce que cet exemple d'une vie d'ermite suscite des vocations d'ermite tout autour de lui. Alors, à deux reprises, il va plus loin dans le désert, jusqu'à la région la région de Thèbes en Égypte, qu'on appelle la Thébaïde, justement, où il est réputé s'être installé en dernier lieu. Voilà, à un certain moment, il se fait même dans un tombeau pour être coupé du reste de l'année. Et puis, voilà, la caractéristique, apparaît dès le récit de saint Athanase. euh, Antoine est tourmenté par les démons qui apparaissent, qui, de temps en temps, lui offrent des images de séduction, mais beaucoup plus souvent des images terrifiantes. Donc refus des richesses, choix d'une solitude radicale, fermeté et courage face aux démons qui cherchent à le terrifier, résistance face aux séductions de la chair et du pouvoir matériel. Voilà, cette vie de saint Antoine a longtemps servi de modèle pour l'édification des fidèles. Alors, elle a aussi d'ailleurs été adaptée au théâtre. Il y a des mystères au XVe siècle en particulier et au XVIe, en Italie, en France, qui ont repris la vie de saint Antoine, exactement, en suivant d'ailleurs, pour ce que l'on connaît de ces textes, en suivant vraiment le récit de la vie d'Antoine telle qu'elle était racontée par Athanase, ou la légende dorée, en tout cas vraiment en suivant toujours ces principales étapes que je viens d'évoquer. Il y a même une comédia espagnole aussi, une comédia de Santo, voilà, au XVIIe siècle. On trouve quelques, je veux dire, adaptations théâtrales de la vie de saint Antoine. Mais le spectacle de marionnettes, celui donc sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, donc je disais, le texte le plus ancien qu'on connaisse date de 1791, hein, donc de la Révolution française, n'a rien à voir avec cet héritage-là. Il ne reprend absolument pas les éléments, ou alors d'extraordinairement loin, justement, les éléments connus de la vie de saint Antoine, même ceux répandus, par exemple, grâce à ce qu'on appelle à cette époque-là la littérature de colportage. Il y a on imprime à Troyes des petits ouvrages très très bon marché, avec des gravures sur bois, et qui restent
qui sont pendant très très longtemps d'ailleurs la source première de toute une littérature orale, de chansons et de spectacles de marionnettes aussi. Mais là, voilà, le texte de la Bibliothèque bleue reprend très fidèlement l'histoire de Saint-Antoine telle qu'elle était connue par justement la géographie officielle. Mais la pièce de marionnette ne s'en inspire absolument pas. On a vraiment une rupture. Alors, voilà, et effectivement, l'hypothèse de Magnin se vérifie. Si on compare le cycle, le pot-pourri de chansons, excusez-moi, le pot-pourri de chansons de Michel Jean Sedaine, composé en 1752 et imprimé pour la première fois en 1752, avec, voilà, par exemple, le texte de 1791 du spectacle du Théâtre d'Ombre, on trouve vraiment des équivalences extrêmement marquées. Je vous donne juste un exemple, la première strophe. Chez, chez Sedaine, donc en 1752, c'est la première chanson de Saint-Antoine. Ciel, l'univers va-t-il donc se dissoudre? Quel bruit, quel cri, quel horrible fracas! Devant moi, je vois la foudre, elle tombe par éclats. Tout est en poudre sur mon grabat. Grand Dieu du haut des cieux, vois ma disgrâce, et par ta grâce, fais que je chasse l'enfer de ces lieux. Le début du spectacle d'ombre de 1791. Ciel, l'univers va-t-il donc se dissoudre? Quel bruit, quel trouble, quel horrible fracas! Didascalie, un éclair, puis un coup de tonnerre très fort, Saint-Antoine reculant jusqu'à son ermitage et continuant à chanter. Quoi, devant moi, je vois la foudre, elle tombe par éclats. Regardant dans son ermitage, tout est en poudre sur mon grabat. Grand Dieu du haut des cieux, vois ma disgrâce. Fais par ta grâce que je chasse l'enfer de ces lieux. On a vraiment des segments entiers. 80% du texte est à peu près exactement le même, voire même plus. Alors, en plus, cette tentation de Saint-Antoine telle que Sedaine l'écrit en 1752, elle est beaucoup réimprimée. Elle est très connue. On le sait notamment parce que pendant la Révolution française, il va y avoir toute une série d'imitations, de parodies qui citeront très exactement toujours la version de Sedaine, mais que seront des chansons révolutionnaires qui reprendront voilà, tous les airs compilés par Sedaine. Et puis, reprendront même les paroles de manière parodique, et puis en les adaptant justement à la situation révolutionnaire. Et puis même en 1791, à une séance de l'Assemblée nationale, un député cite un passage de la chanson de la chanson de Sedaine. C'est dire quand même combien elle était très connue. Voilà. Mais voilà, ce texte n'est pas la seule source de la pièce pour marionnettes, telle qu'on va se fixer entre fin XVIIIe siècle et début XIXe. Il y en a une autre nécessairement, puisque le pot-pourri de Sedaine ne prévoit pas la première scène, celle du conseil des diables que j'évoquais tout à l'heure, autour de Pluton, autour de Lucifer. Euh, en revanche, il y a un autre texte de la période révolutionnaire, en 1796, euh, une pièce, une pantomime plus exactement, même si parlée, enfin, les parties parlées, chantées, une pantomime de Cuvelier. Cuvelier est un auteur qui a beaucoup écrit pour les théâtres de la foire parisienne, et puis continue sa carrière pendant la Révolution française. Et Cuvelier, donc, voilà, fait jouer en 1796 une pantomime, comme il l'appelle, qui s'appelle Les Tentations ou Tous les diables, et qui commence par un prologue. Et ce prologue, c'est une scène de conseil, justement, aux enfers. Donc, on peut supposer, ça me paraît le plus vraisemblable, que l'idée du conseil des diables vient justement de la pièce, de la pantomime de Cuvelier. Donc, il y aurait une sorte de bricolage qui aurait été constitué ainsi euh, par les marionnettistes à partir de ces deux textes littéraires, d'une certaine manière. D'un côté, le pot-pourri de Sedaine, de l'autre, le prologue de Cuvelier.
Mais dans ce bricolage, à l'intérieur de ce bricolage, il y a un détail qui doit un peu attirer notre attention, c'est le sort réservé au cochon, le fameux cochon de Saint-Antoine. Compagnon traditionnel du saint dans l'imagerie populaire, comme un chien accompagne toujours Saint-Roch. Dans l'imagerie populaire, Saint-Antoine Saint-Antoine l'ermite, Saint-Antoine du désert est toujours accompagné d'un cochon. Alors, dans l'imagerie populaire, mais il n'y a aucune trace du cochon, et pour cause, dans la tradition des vies de Saint-Antoine, telle qu'elle est perpétuée par l'Église. Même dans le texte de la Bibliothèque bleue, le cochon n'est pas mentionné. Cependant, il apparaît dans les images qui ornent cette petite édition donc, de littérature de colportage. Alors, pourquoi un cochon? Donc, tous les historiens formulent la même hypothèse. Au XIVe siècle, les moines qu'on appelait les Antonins, l'ordre des Antonins, a pour habitude de faire, et il a obtenu l'autorisation, il est le seul d'ailleurs à pouvoir le faire, de laisser vaquer ces cochons en liberté. Ils font un grand usage du cochon, ils sont tout à fait, voilà, semble-t-il, même spécialisés dans cet élevage du cochon, des cochons qui se promènent en liberté dans les villages, les villes, les champs, bien évidemment. Alors, on dit que c'est parce qu'ils se servent de la graisse du cochon, du lard, pour fabriquer des onguents qui servent à soigner la maladie dont ils sont spécialistes. Cet ordre des Antonins, justement, est particulièrement impliqué dans la guérison duquel cet ordre des Antonins est particulièrement impliqué. Cette maladie qu'on appelle justement le feu Saint-Antoine, ou le mal des ardents, et qui est en fait ce que les médecins appellent l'ergotisme, c'est-à-dire une sorte en fait de gangrène des extrémités qui était due à l'ergot, qui est un parasite du seigle. Voilà, donc ce feu Saint-Antoine, ce mal des ardents, est guéri par les Antonins, et pour cela justement, une association se fait entre Saint-Antoine et le cochon. Une association qu'on ne voit pas du tout dans la peinture, ou très peu. Il y a très peu des représentations de la tentation de Saint-Antoine à cette époque, et même plus tardive, qui, dans la grande peinture, on va dire la grande peinture flamande, la grande peinture rhénane, ou française d'ailleurs aussi, si on pense à Téniers par exemple au XVIIIe siècle, il y a très peu de cochons. En revanche, ce cochon est toujours présent dans tout ce qui est statuaire des églises, mobilier, gravures populaires, objets décorés, des assiettes, des médailles, etc. Là, toujours, Saint-Antoine s'identifie par le cochon. Donc, ce cochon est le compagnon de Saint-Antoine. C'est un compagnon qui est reconnu, je dirais, institué uniquement par des sources populaires, et par la tradition orale, à travers aussi des chansons, et puis toute une série de croyances. Alors, ces croyances sont tellement fortes qu'on a quand même, à certains moments, par exemple, considéré que Saint-Antoine était le patron des charcutiers. Et puis même que, dans quelques légendes, quelques contes, on raconte que Saint-Antoine, en fait, est un ancien porcher, pas du tout le propriétaire terrien égyptien. Donc le pot pourri de Sedaine, pourrait-on dire, en 1752, fait entrer ce cochon de Saint-Antoine en littérature. Il imagine que les démons déguisent l'animal en moine en lui faisant endosser justement un froc.
Dans le spectacle du Théâtre d'Ombres de 1791, cette charge anticléricale, bien sûr, hein, de Sedaine disparaît. Les démons se contentent donc de menacer de faire des saucissons avec le cochon. Mais plus tard, vers le milieu du 19e siècle, donc la scène est modifiée. Soit donc ces cochons, soit les diables enfoncent un soufflet, je disais, dans l'arrière-train du cochon, soit beaucoup plus souvent, ils lui mettent le feu à la queue, c'est-à-dire qu'on accroche une étoupe, un morceau d'étoupe enflammé, qu'on accroche justement un peu un tissu, quelque chose de cet ordre-là, voire une fusée, un feu de Bengale, et on fait traverser la marionnette du cochon, justement, la scène. Ou un cochon vivant, hein, parce que c'est une scène qui est réputée être tellement le clou du spectacle, ce que tout le monde attend, que certains marionnettistes, justement, utilisent un petit porcelet vivant à la place de la marionnette du cochon. Or, cette association du cochon, de Saint-Antoine et du feu vient de très loin. On la trouve documentée dans une très longue tradition de croyances populaires, de rituels, de contes recueillis par les folkloristes et les ethnographes, hein, depuis la Catalogne jusqu'à la Sicile, du Languedoc jusqu'à la Normandie, de la Corse jusqu'à la Champagne, euh, à travers les plaisanteries qui se répètent rituellement au moment de la tuée du cochon, à travers aussi des coutumes liées aux fêtes patronales, aux jeux du carnaval, beaucoup, par des chansons, des légendes. L'association du Saint-Antoine et du cochon plonge vraiment très profondément ses racines dans les imaginaires, avec une dimension en particulier, celle du lien de ces traditions avec le monde des morts. En Italie ou en Catalogne, par exemple, la loterie, la mise en enchère de certains morceaux du porc au moment de la tuer, servait à payer les messes pour les âmes du purgatoire, hein. L'un et l'autre, Antoine et son cochon, circulent entre les deux mondes, entre ici-bas et l'au-delà, et réactivent un fond de croyance qu'on peut considérer vraiment pré-chrétien. En Sardaigne, par exemple, la légende d'Antoine le présente comme une sorte de Prométhée. Saint Antoine serait allé dérober le feu de l'enfer pour le donner aux humains afin qu'ils se réchauffent et apprennent à cuire leurs aliments. L'ethnologue Claudine Fabre-Vassas, qui a étudié toutes ces croyances, écrit même, dans certaines variantes, c'est le cochon qui ramène l'étincelle au bout de sa queue enflammée. Donc cette queue enflammée du cochon de Saint-Antoine, ce passage obligé de toutes les tentations des théâtres de marionnettes populaires, c'est peut-être donc ce que l'historien du Moyen Âge Philippe Walter appelle un résidu mythico-rituel, un détail détaché du système de croyance qu'il a vu naître, qui lui donne naissance, et qu'on voit ainsi réapparaître ici, dans le spectacle de marionnettes. Donc, pour faire la synthèse, si on peut dire, je dirais que la construction de ce texte anonyme de la tentation de Saint-Antoine, telle qu'elle est jouée par les marionnettes, eh bien, cette construction agrège des éléments extrêmement disparates. Deux de ces éléments proviennent de la littérature ou du théâtre du XVIIIe siècle, le pot-pourri érotique et anticlérical de Sedaine, le conseil de Lucifer de la pantomime de Cuvelier. Et puis le troisième, lui, est d'origine authentiquement populaire, puisqu'il prend ses racines dans la culture orale. C'est cette mise à feu de la queue du cochon. Alors, ce texte, une fois constitué, il a fallu aussi tout de même l'adapter au public, et les éléments sont soumis à des modifications. Je citerai essentiellement deux. D'abord, la réduction de la charge érotique. La deuxième, c'est la question du comique sur laquelle je passerai tout à l'heure. J'ai dit que voilà, le pot-pourri de Sedaine est un pot-pourri de chansons érotiques, effectivement licencieuses, comme on dit à l'époque, hein. On y lit par exemple le saint craignant de pécher dans cette aventure, courut vite se cacher sous sa couverture, mais montant sur son chalit, il rencontra dans son lit une concubine, c'était Proserpine.
Ça, c'est la version de 1752. Un petit peu plus tard, Sedaine va revenir sur son texte, en 1781 notamment, et donner une autre envergure même à ce passage. Dans cette édition de 1781, qui est illustrée, on peut la télécharger sur Gallica, est illustrée avec quelques jolies gravures érotiques de l'époque. Ça devient: mais montant sur son chalit, il rencontra dans son lit joli con, 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 joli cul, 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 joli con, joli cul, jolie concubine. C'était Proserpine. Alors, Antoine finit par repousser Proserpine et chante avec soulagement: ah mon Dieu, que je l'échappe belle. Un moment plus tard, je faisais le diable cornard, cocu. Tout ça, bien sûr, ne passe pas dans le spectacle pour marionnettes de 1791, hein, se présente comme un spectacle, je disais, de théâtre d'ombre, pour un public quand même en grande partie familial. Donc, ces passages sont coupés ou modifiés pour ne pas heurter la morale. Donc, après avoir repoussé Proserpine, Antoine chante plutôt: ah grand Dieu, que je l'ai échappée belle, sans mon doux sauveur, elle aurait corrompu mon cœur. Voilà, il ne faisait pas le diable cornard, il avait le cœur corrompu. Donc, et c'est cette version qu'on va retrouver la plupart donc, des textes pour marionnettistes qui nous sont parvenus et qui datent tous, je disais, à peu près de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais pourtant, il n'est pas impossible qu'une certaine charge érotique ait été conservée. Ça expliquerait pourquoi, enfin, à certains moments, en tout cas dans certaines représentations, ça expliquerait pourquoi Charles Magnien, quand il évoque justement ce lien, la tentation de Saint-Antoine avec les chansons de Sedaine, s'émeut un peu, justement, de la liberté de ce choix. Et puis on a un autre témoignage aussi, enfin, de cette époque, c'est Victor Fournel qui raconte dans un livre qui s'appelle «Ce qu'on voit dans les rues de Paris», qui est vraiment très, très précieux sur la découverte des spectacles populaires du milieu du 19e siècle. Victor Fournel donc raconte que quand il était enfant, dans les années 1830, en Argonne, Proserpine jouait, je le cite, une scène de séduction fort vive où elle portait l'ardeur et la fougue d'une bacchante, mais Antoine, comme le chaste Joseph, luttait vaillamment contre cette Putiphar, la terrassait dans la ruelle de son lit et la poursuivait avec un tison enflammé. On conçoit qu'il y ait eu là de quoi effaroucher la pudeur de la censure. Effectivement, cette tentation de saint Antoine, telle que l'a écrite Sedaine, a une réputation un peu sulfureuse, hein. Le texte de Sedaine a été réimprimé dans des éditions, par exemple, de textes anticléricaux et héroïques, hein. Euh, toute une série d'adaptations, enfin je passe là-dessus, vont se trouver aussi à cette époque, en particulier pendant l'époque révolutionnaire. Et en 1793, un directeur de théâtre, comédien, qui a ouvert un théâtre à Bordeaux, Mailleur de Saint-Paul, est jugé pour avoir fait jouer une tentation de Saint-Antoine, pièce scandaleuse, dit le jugement rendu par la commission militaire révolutionnaire de 1793, pièce propre, je cite, à alarmer la pudeur des armes vertueuses et à corrompre les mœurs publiques par des tableaux de lubricité, et pièce aussi, je cite à nouveau, qui tend à faire passer le vice par tous les sens en étalant des scènes entières de prostitution. Donc voilà, la tentation de Saint-Antoine, effectivement, sans le soufre, en particulier sous la Révolution française. Mais dans sa défense, Mailleur de Saint-Paul donc déclare que ce n'est pas du tout son intention et qu'en mettant au théâtre, je cite sa déposition, la tentation de Saint-Antoine, il a voulu verser le ridicule sur les préjugés religieux et peindre la vie hypocrite et vicieuse des dévots. Et c'est effectivement, ce sont là les termes dans lesquels on lit à cette époque l'histoire de Saint-Antoine. La vocation monaschique, l'ermite dans le désert n'émeut plus personne à peu près, mais en revanche, tout l'intérêt se focalise sur la résistance de saint Antoine au plaisir de la chair. Et ça,
on voit bien que, l'épisode justement de la tentation de saint Antoine, celle-là, la tentation par la chair, c'est ce qui, f voilà, est vraiment, le cœur de l'attention, des auteurs, du public, du XVIIIe siècle, hein. Cette résistance devient l'emblème, du moralisme chrétien, des pudibonderies, des misogynies de l'Église aussi. Une position de moins en moins compréhensible à cette époque où déjà on commence à parler, renoncer au célibat des prêtres et on peut dire d'une certaine manière, la société commence de se déchristianiser. Donc la tentation de saint Antoine va devenir le sujet d'une abondante production de ballets, de pantomimes, de vaudevilles, d'opérettes qui tournent toutes, en dérision le vœu de chasteté ou le motif de la chasteté et s'amuse à le mettre en échec d'ailleurs dans beaucoup de ses productions, ses vaudevilles, ses opérettes, eh bien, heu, saint Antoine, fait son apothéose à la fin, avec sa maîtresse, ou décide de quitter justement sa vocation d'ermite. Enfin, voilà. Ce qu'on raconte, c'est justement l'échec de saint Antoine face au vœu de chasteté dans tous ces textes. Bon, je passe sur différents exemples, il y en a toute une série. Je voulais peut-être juste signaler quand même un dernier cas qui montre vraiment la lecture de la tentation de saint Antoine de ce milieu du 19e siècle, première moitié, je dirais même. En 1830, hein, dans son manuel complet des jeux de société, une femme qui écrit beaucoup de manuels de savoir-vivre, à l'attention justement voilà, de la bourgeoisie, des classes aisées, décrit le jeu de saint Antoine et en explique les règles. Je vous lis ce passage, c'est vraiment, tout à fait, révélateur. Pour gagner son gage, donc il s'agit c'est un jeu pour jeunes gens et jeunes filles, hein, dans les salons de la bonne société. Pour gagner son gage, saint Antoine, donc l'un des joueurs, se choisit un désert dans un coin du salon et y prend l'attitude de la méditation et de la prière. Il a besoin des forces du ciel car la tentation s'apprête, pardon. Une dame s'approche de lui d'un air caressant et lui tend sa main à baiser. Saint Antoine détourne la tête en disant: «Retire-toi, Satan». L'aimable Satan lui obéit. Une autre lui succède, et comme le péril doit augmenter par gradation, cette diablesse lui tend la joue. Même refus et même compliment de la part du bienheureux qui ne l'est guère. Vient encore une autre dame, celle-ci entoure de ses bras le cou du saint, qui doit s'en dégager. Enfin, le pauvre Antoine résiste ainsi, jusqu'à ce que la réunion, l'assemblée des autres joueurs, prenant pitié de sa peine, lui ordonne de profiter de la bonne volonté de la dame qui le caresse pour le lutiner. Saint Antoine, comme on peut croire, ne se le fait pas dire deux fois. Souvent, pour attraper une de ces malignes diablesses qui, pleine de confiance, croit que le patron sera obligé de l'écarter, la réunion ordonne à celui-ci de répondre à ses avances. Cette pénitence, ajoute Élisabeth Selnard, cette pénitence qui ne s'applique qu'aux messieurs est une des plus amusantes pour l'Assemblée. On peut imaginer effectivement ce que ça pouvait produire. Alors, deuxième modification, donc voilà, les marionnettistes donc, ne suivent pas cette voie, je dirais, de l'érotisme en particulier, de la voie de l'érotisation de l'histoire de saint Antoine, qui est celle de la culture plus lettrée de l'époque. Mais aussi, par rapport au comique, ils choisissent un positionnement différent. C'est-à-dire que le comique est très présent dans toutes ces adaptations théâtrales de l'histoire de saint Antoine, dans toutes ces variations sur la tentation de saint Antoine, mais c'est un comique satirique, hein. C'est un comique qui est, tourné contre l'Église, bien sûr, comme je le disais. Les spectacles de marionnettes, eux, visent un public, populaire, et sont beaucoup plus prudents sur ce terrain. Je dirais que justement, ils ne suivent pas cette dimension satirique, c'est assez visible. Alors, est-ce que ça veut dire que, ce public populaire, reste, plus attaché à la foi chrétienne que les classes moyennes et supérieures de la société? Oui, bien évidemment. Toutefois, il faudrait être,
convient vraiment d'être prudent et de ne pas aller trop vite, hein, dans une sorte de schématisation de cet ordre-là. Plusieurs témoignages montrent une réalité quand même plus complexe. D'abord, évidemment, un écart entre ville et campagne, hein. C'est essentiellement d'ailleurs dans, les campagnes, les petites villes que, les théâtres ambulants, justement les théâtres, forains, vont présenter surtout la tentation de Saint-Antoine. Charles Magnin d'ailleurs évoquait le pays chartrain, la région de Chartres et pas Chartres même. Victor Fournel, voilà 1858, hein, que je citais tout à l'heure, ce qu'on voit dans les rues de Paris. Hem, voilà, commence ainsi, sa description de la tentation de Saint-Antoine à laquelle il assiste: «Je revis le temps où, pour la première fois, je lisais cette magnifique annonce à la foire de ma bourgade natale. C'est surtout dans les campagnes que se sont perpétuées ces représentations patriarcales. Des artistes nomades reviennent y planter leurs tentes à certaines époques fixes. Ce sont les grands événements de ces lieux bienheureux. Alors, la représentation à laquelle il assiste, d'ailleurs, elle a lieu tout de même à Paris, mais dans un quartier, semble-t-il, assez excentrique, assez populaire. Et le public est vraiment un public très, très populaire. Voilà ce qu'il dit du comportement de ce public. On ne saurait croire à quel point la représentation scénique de cette légende passionne le peuple. J'entendais, aux endroits les plus pathétiques, des exclamations de douleur et de pitié autour de moi. Et des commentaires chaleureux circulaient d'une bouche à l'autre. Ma voisine, grosse femme à l'allure rustique, buvait avidement chaque parole. Elle accablait les diablotins de malédictions énergiques, s'indignait de voir une perversité si grande dans de si petits corps, les tortures du sein, sa résignation la jetait dans l'attendrissement. Ah mon Dieu, s'écriait-elle à chaque nouvelle épreuve, le pauvre homme, le pauvre homme. Le supplice du cochon surtout affecta vivement la bonne âme, elle ne riait pas, mais répétait d'un air concentré. Et puis on a d'autres témoignages qui montrent combien, en ville en particulier, le public était chahuteur. Je passe un petit peu plus rapidement sur ceci, mais on a beaucoup de témoignages qui montrent que surtout les jeunes gens, les lycéens, les élèves, des écoles des beaux-arts en particulier, allaient rituellement chaque année, en particulier dans les villes où il y avait ce retour rituel, notamment à Rouen pour la foire Saint-Romain. Ils allaient rituellement à la baraque Saint-Antoine pour, faire du chahut, jeter, des pommes, sur la ou des douillons, c'est pâtisserie là avec des poires cuites, sur les marionnettes, voire se battre avec les marionnettes et puis surtout secouer, les bancs, de, la baraque, dans l'espoir de faire tomber, toute la baraque Saint-Antoine en même temps que tombe sous les coups des diables, la petite cabane de l'ermite, sur Seine. Alors, donc c'est pour essayer de conclure sur ce terrain, on voit bien qu'il y a un écart croissant tout de même entre, d'un côté, les, traditions, marionnettiques qui s'instituent justement avec même s'ils sont, diversement reçus, tout de même des effets comiques, notamment le cochon, qui ne sont pas des effets satiriques, ne sont pas des effets d'un comique contre, la religion. Et de l'autre côté, bien sûr, on a, tout ce déploiement, de spectacles, je disais d'opérettes, de pantomimes, de vaudeville, de ballet aussi, qui, va au contraire justement mettre l'accent sur une sorte de satire et en particulier de plaisanterie sur la chasteté, d'Antoine. Dernier point que je voulais évoquer, je voudrais garder vraiment du temps pour les questions, hem, c'est, les évolutions de ce texte. Hem, on voit quelques tentatives d'actualisation, hein, dans des éditions, en particulier, le même de livres pour enfants, je pense aux marionnettes de Séraphin, 1874.
Proserpine est vêtue à la dernière mode, elle porte une robe à volants des magasins du Louvre, un jupon brodé, de jolies bottines à talons, et elle recommande à l'ermite de s'habiller comme un membre du Jockey Club. Lucifer, lui, apparaît déguisé en banquier et veut inviter à dîner Antoine dans un très bon restaurant. Mais c'est surtout le spectacle d'Henri Rivière au cabaret du Chat Noir, le spectacle de théâtre d'ombre d'Henri Rivière qui va vraiment faire basculer dans une modernisation. Là aussi, le diable apparaît vêtu d'un frac et d'un haut de forme. Il emmène Saint-Antoine dans les visions qu'il lui propose pour gouverner le monde. Il l'emmène à la bourse, il l'emmène face aux avancées de la science et de la technique devant une locomotive dans un port industriel aussi. Et puis arrive l'extraordinaire cortège de la reine de Saba. Alors, effectivement, ce qui se produit, c'est que le point de départ que revendique Henri Rivière pour ce spectacle de théâtre d'ombre, ce n'est pas la pièce pour marionnettes, c'est La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, paru en 1874, un texte dont l'écrivain avait produit une première version en 1848, une autre en 1856. Dans ces deux premières versions, il y a encore vraiment une proximité avec le spectacle de marionnettes, c'est-à-dire qu'il y a encore le rôle du cochon notamment, qui disparaît totalement dans la version définitive du texte de Flaubert. Et puis il y a quelques signes aussi comme ça vers le spectacle que Flaubert allait voir chaque année, dit-on, à la foire Saint-Romain. Et il n'y a pas de cochon, donc dans la dernière version, celle qui sera publiée de Flaubert, et il n'y a pas de cochon non plus dans le spectacle d'ombre du cabaret du Chat Noir. Et je crois que cette disparition du cochon marque l'émancipation progressive de l'histoire de Saint-Antoine vis-à-vis de ses sources populaires. Euh, Pourtant, il gardera, enfin, la tentation de Saint-Antoine, telle qu'elle est présentée au cabaret du Chat Noir, garde un petit lien avec le spectacle pour marionnettes. C'est l'apothéose finale de Saint-Antoine, qui ne figure pas dans le texte de Flaubert. Mais il y a évidemment dans le texte de Flaubert cette prolifération de monstres, rivalisant avec l'imaginaire fantastique des peintres et des graveurs. Et ça va conduire à déplacer le regard. Si le cochon disparaît, je dirais, cette fin du 19e siècle, ce sont les créatures hybrides, les chauves-souris, les reptiles, les oiseaux monstrueux qui viennent prendre sa place, c'est-à-dire qui viennent sur scène, effectivement, apparaître, en saturant l'espace de leur grouillement fantastique, hein. Et on se sert beaucoup notamment de la gravure de Jacques Callot, comme source d'inspiration. On retrouve certains de ces éléments dans des décors de ballets, par exemple. En 1891, un ballet de Gemme et Duval, et puis même jusque dans l'affiche d'un spectacle pour marionnettes, justement le spectacle de marionnettes du théâtre du Lard à Blois, à la fin du XVIIIe siècle, reprend exactement le même oiseau monstrueux qu'il y a dans la gravure de Callot. Donc là, on voit que le spectacle de marionnettes et théâtre euh, plus institutionnel, l'opéra, justement, avec ses ballets, commence à partager les mêmes références. Alors pour terminer, voilà, on peut nommer quelques reprises de la Tentation de Saint-Antoine au XXe siècle notamment, et on voit en premier lieu le rôle de Flaubert. C'est-à-dire que Flaubert va s'imposer comme étant la source d'inspiration première des Tentations de Saint-Antoine. Chez Edward Gordon Craig, hein, dans le Drama for Fools, il y a une parodie de la Tentation de Saint-Antoine où Saint-Antoine meurt désespéré d'avoir jamais été tenté. Il supplie Dieu de lui envoyer une tentation. Et voilà, il meurt sans en avoir eu jamais une seule. Arrive la reine de Saba trop tard, elle meurt aussi et demande à Flaubert, qui arrive aussi en marionnette, hein, d'enterrer ensemble justement Saint-Antoine et elle, la reine de Saba. Voilà. Et leur faire une petite épitaphe. Cette
Influence de Flaubert se retrouve par exemple aussi dans la plupart des adaptations scéniques qu'on connaît à l'époque contemporaine. Le ballet de Maurice Béjart en 1967, un spectacle du Wooster Group en 1988, un spectacle aussi de Robert Wilson en 2005, avec une adaptation à partir de toujours la tentation de Flaubert. Et les marionnettistes ne font pas autre chose. Claire d'Ancoine, qui présente la tentation de Saint-Antoine en 1990 avec le théâtre de la Licorne, cite effectivement, enfin, écrit son texte à partir de celui de Flaubert. Nicolas Fagard, Les Compagnons de Pierre Ménard, en 2013, a aussi pris le texte de Flaubert comme point de départ. Sedaine a totalement disparu, c'est Flaubert qui l'a remplacé, c'est clair. Deuxième élément, c'est la prégnance de l'imaginaire pictural et de toutes ces productions de diablerie de la Renaissance et puis de l'âge classique et jusqu'au 19e et au 20e siècle. Gelderode en particulier, dans sa grande tentation de Saint-Antoine, cantate burlesque en 1932, doit faire face effectivement, enfin il montre Saint-Antoine faisant face à une nuée de créatures ricanantes. Là, c'est Salomé qui intervient pour le séduire, ainsi que des girls turques, qui ont une sorte d'invraisemblable music-hall. Saint-Antoine chez Gelderode évoque bien son cochon, mais celui-ci a disparu, il lui a été volé, et il ne l'a plus avec lui. L'influence des références picturales est aussi assez perceptible dans la tentation de Saint-Antoine. Je terminerai là-dessus, ce dernier exemple d'Alain Rocoin en 1982, mis en scène donc au Théâtre national de Chaillot par Alain Rocoin, sur un texte de son fils, Éloi Rocoin. Alors, ce texte est sous-titré Mélodrame populaire, d'après les traditions du carnaval et des théâtres ambulants du 19e siècle. Et est tout à fait intéressant parce qu'il inclut des scènes directement inspirées de la peinture flamande, un dialogue de carnaval et carême, ou une nef des fous même. Mais il emprunte aussi au théâtre ambulant du 19e siècle, effectivement, le personnage du cochon. Sauf que ce personnage de cochon, Éloi Rocoin le fait abondamment dialoguer avec Saint-Antoine, alors que dans le théâtre de marionnettes, on ne faisait jamais parler le cochon. C'est Flaubert qui, dans les deux premières versions de la Tentation de Saint-Antoine, fait dialoguer Saint-Antoine et le cochon, et fait de ce couple d'ailleurs une espèce voilà, de balancement entre le sérieux, le comique, l'excès de spirituel, l'excès de matériel. Enfin, il y a toute une dialectique comme ça que reprend clairement Éloi Rocoin. Mais Éloi Rocoin aussi revient aux sources religieuses de l'histoire d'Antoine. Il insère des éléments qui viennent de la légende dorée ou des vies religieuses. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut raconter avec l'histoire de ces tentations de Saint-Antoine? Je crois que d'abord, on peut raconter que ce spectacle si populaire va finalement de la littérature à la littérature. Il part de Sedaine pour arriver à Flaubert. Alors, donc il n'y a pas de cloisonnement étanche entre culture populaire d'un côté et culture littéraire et artistique de l'autre. Il y a des circulations de motifs, de récits dans des stratégies complexes d'emprunt, de recyclage, d'adaptation en fonction des publics et des contextes de représentation. Mais cette circulation, si on regarde un tout petit peu plus près, elle se fait quand même entre deux modalités bien différentes du fait littéraire. On pourrait dire que la tentation de Saint-Antoine chez les marionnettistes va quand même de la chanson au livre. Le pot-pourri de Sedaine est un texte dont la transmission n'était évidemment pas seulement écrite, elle était surtout chantée. Et c'est ainsi que justement elle a pu être réappropriée par les marionnettistes qui parfois ne savaient ni lire ni écrire, mais associer justement les paroles à ces airs qui étaient des airs bien connus de chansons de l'époque. Donc c'est ce qui a permis aussi aux marionnettistes, je dirais, tout de même, cette ressaisie orale d'une composition écrite, le pot-pourri de Sedaine, c'est ce qui leur a permis sans doute aussi d'y inclure justement ces résidus mythicaux, ces résidus mythiques là, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire notamment cet épisode de
la queue enflammée du cochon, comme justement une trace de culture, voilà, beaucoup plus ancienne et de culture, pour le coup, orale, hein, résidu d'anciens systèmes de croyances ou de représentation. Avec le texte de Flaubert, à l'inverse, évidemment, c'est une conception beaucoup plus exigeante, plus écrite aussi de la littérature, puisque Flaubert, justement, écrit sa tentation entre les signes, de livre à livre, hein, c'est ce que dit Michel Foucault, et très justement. Il dit de la tentation de Saint-Antoine de Flaubert que ce texte naît et se forme dans l'entre-deux des textes, c'est un phénomène de bibliothèque. Donc le chemin je terminerai par cette formule, si on peut dire, le chemin de la tentation de Saint-Antoine, c'est un chemin de mémoire, évidemment, où l'on croise souvenirs d'anciens modes de représentation, d'anciens modes de pensée, les ruines réelles ou imaginaires d'une certaine façon de faire du théâtre et d'y assister, mais c'est aussi un chemin d'histoire, l'histoire du théâtre de marionnettes, telle qu'on peut effectivement, nous, la reconstituer maintenant, entre fin du XVIIIe siècle et fin du XXe siècle, ou on pourrait dire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est une histoire qui nous montre comment le théâtre de marionnettes populaire s'est écarté justement de ce qu'étaient les représentations de la Saint-Antoine sur les autres scènes, ballet, pantomime, etc., opérette, vaudeville, qui racontaient la même histoire. Il y a un écart croissant. Et puis, il y a un resserrement, une disparition de cet écart. Et c'est l'époque contemporaine où l'on voit que le théâtre de marionnettes, eh bien, use des mêmes références, circule à travers le même imaginaire, dans la même bibliothèque, dans le même musée imaginaire finalement, que le théâtre d'acteurs. Donc ça raconte aussi évidemment une certaine histoire du théâtre de marionnettes. J'ai été beaucoup plus long que je ne le pensais. La matière est abondante, je me suis laissé un peu déborder. J'espère que quelques-uns sont encore parmi vous, et donc on va pouvoir échanger quelques questions. Oui, quelqu'un a même posé déjà une première question, mais je pense qu'il serait dommage qu'avec un exposé aussi riche, il n'y ait pas des questions et un débat à l'avenant. Un petit peu au public le temps de reprendre son souffle. Je pensais simplement, Didier, vous faire une petite surprise en ajoutant à la liste une pièce que j'ai découverte cet après-midi, qui nous sort un petit peu de notre corpus ouest européen, en allant du côté des Tchèques. C'est une pièce qui s'appelle Jeu avec le diable, qui a été écrite par un auteur vraiment officiel du régime communiste, Jan Drda, une comédie qui met en scène différents motifs populaires traditionnels des contes tchèques. Mais entre ces différents motifs apparaît aussi la figure de l'ermite qui est tenté par des créatures somptueuses. Alors si je l'ai découvert que que c'était aussi une pièce de marionnettes, ça a été écrit comme comédie qui a été Oui. pour être jouée sur la pièce, mais importante, une représentation au début des années 50, en 52 en particulier, a été très importante dans l'histoire de la marionnette tchèque de cette époque-là. L'auteur l'avait organisé. Il y a eu ensuite un film qui est beaucoup plus connu, qui fait partie des contes qui sont toujours passés à Noël, et qui, je dois dire, donnait, pour le cinéma tchécoslovaque des années 50, quelques scènes d'un érotisme assez étonnant, parfois. J'espère que les Tchèques Bah, ici c'est très, et n'a vu ce film, parce que sinon on se posera des doutes sur mon sens de l'érotisme, mais enfin quand même, c'est assez frappant. Et là, on a évidemment la vision anticléricale aussi du personnage, ouais, de manière tout à fait intéressante. refait la Révolution française. Euh, Mais la question de l'élargissement européen est une vraie question. Personnellement, je n'ai pas vraiment vu de tradition marionnettique en Italie, ni dans le domaine allemand non plus, de la tentation de Saint-Antoine. C'est vraiment français et belge. Mais bon, alors en revanche, il y a des grandes traditions théâtrales, mais de théâtre d'acteurs, théâtre d'amateurs, le carnaval, en Espagne et spécialement en Catalogne et même plus précisément encore dans le pays de Valence, hein, plutôt plus au sud. Là, effectivement, il y a les entonadas, hein, comme on dit en espagnol, hein, les représentations théâtrales de Saint-Antoine.
Mais c'est du théâtre d'acteurs à ma connaissance. Enfin, il faudra que nous demandions à notre ami Jaume si il a rencontré des adaptations pour marionnettes, mais véritablement, je crois que même à l'intérieur de la France, on voit bien comment, à part Bordeaux, peut-être on pourra en trouver quelques autres, mais c'est quand même essentiellement dans une moitié nord du pays et en Belgique que circule vraiment cette histoire. Alors peut-être des questions parmi Alors oui, pour nos rester dans le registre, auditeurs, si j'ose dire, pour rester justement dans ce spectateurs. registre Ouais. contemporain, on a une question d'Alban qui vous demande qu'est-ce que vous pensez de la version de Gulderod. Ah, alors il y a deux versions de Gelderod, malheureusement. Je n'ai encore pu lire qu'une seule. Je voudrais aller voir l'autre, mais elle a été publiée dans une revue un petit peu difficile à trouver. Donc voilà, on va la voir. En premier lieu, en 1928-29, Gelderod rassemble ses souvenirs et puis fait une version, enfin reconstitue la tentation de Saint-Antoine qu'il a vue dans sa jeunesse pour en fixer le texte et le donner à des marionnettistes. Marionnettistes du théâtre Tone de Bruxelles. Donc là, il y a une première tentation. Après, il y a une deuxième tentation, la grande tentation de Saint-Antoine, qu'il écrit en 1932. Moi, je trouve le texte très foisonnant. Je pense un peu influencé quand même aussi par Flaubert, pas seulement par la peinture flamande. On voit bien l'imaginaire de ces, voilà, de ces monstres. Il y a ces tentatives un peu étonnantes quoi, de modernisation de temps en temps, avec ces girls turques, par exemple. Donc je pense que si on voulait monter ça aujourd'hui, il faudrait vraiment transformer et me remoderniser avec des choses un petit peu plus actuelles. Il y a une vraie langue qui est très belle. Et puis il y a ce geste qui est un geste très caractéristique de Gelderod, qui est de ne pas faire vivre et évoluer euh, Saint-Antoine dans un désert égyptien, mais sur une plage de Flandre. Euh, donc de belgiser, si on peut dire, ou de belgifier Saint-Antoine, ça, voilà, ça devient une adaptation locale d'une certaine manière. C'est peut-être je veux dire, c'est à la fois attachant, mais en même temps, effectivement, c'est beaucoup plus ciblé vers un certain public. Et donc, il y a peut-être un enracinement, voilà, on va dire, à la fois dans les questions d'identité locale et un peu peut-être dans une certaine époque du théâtre qui fait que je pense qu'il faudrait vraiment reprendre ce texte et le modifier si on veut le porter à la scène ailleurs aujourd'hui, quoi. Mais voilà, sinon, il est très attachant. Tout à fait. Alors, j'invite toujours l'assistance à poser toutes les questions qui pourraient lui venir. Moi, sinon, Oui, les miennes, on n'en sortira jamais. Euh, ah, il y en a une, Lucien Joseph. A-t-on des attestations du jeu de Saint-Antoine dans les caves du nord de la France? Oui, bien sûr. Et pour Gelderode, l'influence picturale de Bosch, par exemple, dans les décors de Toon 7 à Bruxelles. Alors, il faut que j'aille voir les décors de Toon 7 à Bruxelles. Je ne les connais pas, je n'ai pas vu. Je pense que oui, parce qu'il y a quand même une bonne documentation iconographique. Alors, il existe, peut-être c'est des choses qu'on pourrait mettre d'ailleurs sur notre site internet ou peut-être publier aussi sur la page Facebook. Et il y a toute une série de publications qui ont été faites entre fin 19e et puis 20e siècle aussi, de spécialistes des traditions populaires du nord de la France, en Picardie par exemple, où on a des transcriptions de plusieurs pièces, hein. Je me suis beaucoup basé d'ailleurs sur ces transcriptions pour avoir une vision un petit peu plus large justement de ce répertoire, ce qui me permettait quand même d'être assez sûr de ce que je disais quand je parlais vraiment de cette très très grande homogénéité du texte d'une version à l'autre. Donc oui, c'est bien documenté et ce sont des choses que nous reprendrons sur la plateforme Puppet Plays, si nous obtenons l'autorisation des auteurs de ces livres pour ce texte, ils sont encore dans les sous droit. Donc, absolument, il y a une bonne documentation là-dessus et ce sont des textes. Alors, voilà, ce sont des textes, bien sûr, à partir desquels les marionnettistes improvisaient.
Mais il nous renseigne quand même beaucoup. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que il y avait beaucoup de routine. Les pièces, par exemple, la Tentation de Saint-Antoine, pour rentabiliser justement leur implantation dans une ville, leur voyage, leurs frais, les marionnettistes la jouaient parfois 10 fois dans la journée. Donc, je ne veux pas imaginer que le texte bougeait tant que cela à chaque représentation, quoi, parce que forcément, voilà, il y a une forme de routine qui s'installe. Donc, les traces écrites qu'on peut en conserver, d'une certaine manière, je pense on peut s'y fier comme étant un témoignage tout de même précieux. Jamais totalement parfaitement complet, détaillé, mais quand même, quoi. Quand même, il y a beaucoup de choses. Alors, Jean-Luc Impe, les chansons de Sedan apparaissent encore sur des plaques de lanternes magiques pour enfants au XXe siècle. L'érotisme n'est donc pas si torride. Bah, ça dépend des versions, hein. Je lis con, 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 je lis cul, cul, cul. Je ne sais pas si c'est sur ces plaques-là. Jean-Luc, faudrait justement avoir ces plaques. Lorsqu'un texte est chanté, il prend une autre dimension. Oui, bien sûr, burlesque, tout à fait. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Je veux dire, c'est ce qui fait qu'il est drôle aussi, c'est parce qu'il est allégé par la musique et le chant. Je suis d'accord. Marianne Mélanger, je n'ai jamais entendu parler de la fin avec le soufflet dans le derrière du cochon carnavalesque à la place de si, effectivement, on a plusieurs témoignages là-dessus, des textes aussi. Et puis, voilà, le soufflet dans l'arrière-train du cochon, il est décrit dans plusieurs sources. Il y a aussi un texte un peu étonnant là, de 1800 qui s'appelle La Calotine, une espèce de poème burlesque qui en fait se moque euh, à la fois un peu de l'invention de Callot, donc Calotine, mais aussi surtout non, pardon, pas 1800, je suis en train de confondre les sources. C'est dans la Calotine, oui, c'est un petit peu antérieur. On se moque justement de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Et là, il y a voilà, une description un peu cruelle, un petit peu dure. Les diables enfoncent non pas un soufflet, mais un clistère d'eau bouillante dans l'arrière-train du pauvre cochon. Mais ça, c'est juste une fantaisie sadienne de ce poème. Reporter de Victor Fournel, d'ailleurs, qui parle de cette introduction d'un Et feu oui, par et exemple, dans oui, l'arrière-train oui, du oui, cochon. effectivement, dans le spectacle que décrit Victor Fournel, absolument, dans ce qu'on voit dans les rues de Paris, c'est le soufflet. Donc voilà, ça fait partie des témoignages qu'on peut avoir, effectivement. Mais vraiment, le feu à la queue du cochon, je pense qu'il s'est vraiment imposé dans la deuxième moitié du 19e siècle pour devenir le point de passage obligé, ce que tout le monde attend, quoi. Evelyne Lecu, qu'en sait-on plus sur l'identité du théâtre d'ombre qui a commencé le jeu de cette pièce pour marionnette à partir de la Révolution? Bah, pas beaucoup pour l'instant. Moi, je n'en sais pas grand-chose à ce sujet, parce que le texte, déjà, on ne connaît même pas l'auteur de la publication. Donc, voilà, il y a juste écrit joué pour la première fois, effectivement, le 7 novembre 1791 à Versailles. Et puis, il est tellement proche de la chanson de Sedaine que, comment dire, lorsqu'on voit justement cité en 1791, je disais à l'Assemblée nationale, aussi dans des chansons révolutionnaires, La tentation de Saint-Antoine, est-ce que la source, c'est la chanson de Sedaine, le pot-pourri de Sedaine, ou est-ce que c'est le spectacle de théâtre d'ombre? Ce qui est certain, c'est que 1791 semble vraiment une date significative, c'est-à-dire que les chansons révolutionnaires, par exemple, datent essentiellement de 1791, fin 1790, je crois, pour l'une d'entre elles.
Donc, il y aurait quelque chose, peut-être voilà, un spécialiste de l'histoire de la Révolution française pourrait un peu nous aider. Mais c'est très compliqué parce qu'en réalité, il y a quand même ce problème aussi simple, c'est que ces représentations de théâtre pour marionnettes ou de théâtre d'ombre, eh bien, ça reste quand même un spectacle modeste. Et du coup, il n'y a pas d'annonce dans la presse. Alors, même à dépouiller les journaux de l'époque, voilà, on trouve très très peu d'annonces. Un petit peu plus quand même après, dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais vraiment pour des théâtres un peu installés, quoi. Donc voilà, ce qui se joue dans les baraques foraines, eh bien, il faudrait voir les archives de police pour les retrouver, essayer d'établir un peu plus ces choses, mais pour l'instant, voilà, nous, non, ça ne savons pas plus. Je dirais aussi, ça doit, comment dire, on doit marquer aussi un petit peu la modestie du projet de Puppet Plays sur ce terrain-là. C'est-à-dire que nous allons rassembler les textes, mais nous ne pouvons pas nous substituer aux spécialistes de chacune des périodes, de chacune des aires culturelles, et pousser plus loin les recherches que l'on fait. Pour l'instant, donc, moi, voilà, je n'en sais rien de plus pour répondre à Evelyne. Hélène Beauchamp, dans les textes des années 1790, trouve-t-on des allusions à l'actualité révolutionnaire ou non? Et non, justement, Hélène, et non, parce que les textes des années révolutionnaires, des années 90, non, il y a ce texte de 1791, Théâtre d'ombre, et tous les autres sont bien plus tardifs. Et dans ce texte, il n'y a aucune allusion à l'actualité révolutionnaire. Non, non, c'est vraiment, c'est la chanson de Sedaine, avec quelques atténuations, c'est tout. Mais à 90%, c'est le texte de Sedaine. Jean-Luc Impey, à nouveau, connaît-on la pratique vocale et instrumentale accompagnant les chansons des marionnettistes dans les baraques Saint-Antoine, 19e, 20e siècle? Oui, oui, souvent un violon. Très souvent un violon. Par exemple, le père Legrain à Rouen, qui représentait justement, qui a joué pendant 40 ans la Tentation de Saint-Antoine, cette tentation qu'allait voir Flaubert, il était accompagné d'un violoniste. Il y a un joli poème d'ailleurs de Louis Bouillet à ce sujet, qu'il décrit. Si ça vous intéresse, Jean-Luc, je vous l'enverrai. Voilà, la pratique vocale, les timbres sont notés, hein, donc ça se reconstitue, ça se retrouve. Les témoignages parlent surtout des faibles capacités vocales de ces marionnettistes populaires, des voix un peu éraillées, des voix de fausset pour essayer de faire un personnage féminin, pour faire Proserpine, etc. C'est pas... Enfin, voilà, ça fait partie un peu du cachet de ces représentations, hein, qui sont toujours décrites comme étant naïves, émouvantes, tellement authentiques. Il y a vraiment toute cette aura qui se constitue autour de ces tentations de Saint-Antoine et qui joue justement sur cet imaginaire-là. Et pour Séraphin, dans le texte, non, alors Séraphin n'a jamais monté la tentation de Saint-Antoine. Hein, quand on lit ses mémoires, hein, il donne la liste de tous les écrivains qui ont joué, il donne la liste de tous les spectacles qu'il a monté. Il n'a jamais, lui, monté la tentation de Saint-Antoine. Ce sont des publications, donc première en 1843, d'autres qui suivront dans les années 1870-80. Ce sont des publications qui nomment Séraphin pour dire théâtre d'ombre. Alors ça devient le nouveau Séraphin, le Séraphin des enfants. Et donc je crois justement dans un volume qui s'appelle Le Séraphin des enfants, que l'on a ce texte de 1791 joué à Versailles. Mais de toute façon, Séraphin à ce moment-là, le vrai Séraphin, était au Palais Royal, il n'était plus à Versailles. Donc c'est des imitateurs. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas l'identité exacte du marionnettiste qui aurait joué en 1791. Le volume, voilà, utilise le mot de Séraphin dans un sens général pour dire c'est du théâtre d'ombre. De même que
pour dire c'est un spectacle de marionnettes en Castellet. On parle souvent au 19e siècle d'un guignol, on dit c'est du guignol, mais ça ne veut pas dire qu'il y a le personnage de guignol. C'est le vocabulaire avec lequel on désigne ces pratiques théâtrales. Séraphin, ça veut dire théâtre d'ombre, pas beaucoup plus. On joue sur la notoriété du vrai Séraphin. André Guérin, son arrière-grand-père avait le cochon en bois, il allumait la queue du cochon avec un feu de Bengale, et puis il a utilisé un cochon vivant, et oui. Et les feux de Bengale n'étaient qu'à la fin avec les anges quand saint Antoine monte au ciel. Ben, c'est gentil de ne pas avoir fait du mal au cochon, hein. Mais c'était un bien, il fallait faire attention. Certains disaient que dans la nourriture du cochon, il y avait chaque jour 1 litre d'eau de vie de genièvre aussi, pour bien l'engraisser. Mais en tout cas, c'est bien qu'on ne lui ait pas mis le feu de Bengale au derrière, parce que le pauvre animal, ça aurait été cruel. Alban, merci pour les marionnettistes chanteurs. Oui. Merci. Bon, je crois qu'effectivement, on commence à aller un petit peu au terme. Nous avions prévu de ne pas aller au-delà de 19h30. S'il y a une dernière question, voilà, n'hésitez pas. On peut la prendre encore, mais on va doucement effectivement vers la fin. J'aurais peut-être une toute petite question, Oui, éventuellement pour inspirer quelqu'un, encore pour la vraiment dernière. C'est pour rebondir simplement sur cette question de la représentation de la Révolution. oui, Pour marionnettes, bon, c'est peut-être une fausse lecture de ma part et une lecture erronée, mais j'ai été très frappé par les premiers mots, par le vocabulaire qui est utilisé dans les premiers mots de la pièce telle qu'elle est transcrite par Batty, par Gaston Batty. ah oui, C'est quand même prince. Alors on rajoute toujours des éléments infernaux, prince et démons du royaume infernal, dont je suis le souverain, vous tous que la Révolution jeta dans cet abîme obscur. Je suis frappé oui, cette oui, 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 aristocratie c'est des vrai. diables et de l'autre côté le mot de révolution. Voilà, ça m'a un petit peu heurté en le lisant. Je ne sais pas trop quoi en faire, alors je vous renvoie la patate chaude. Ben, c'est assez compliqué parce que le texte de Batty, le texte de Gaston Batty, il est de toute façon fait à partir de la collation d'une demi-douzaine de variantes. Peut-être est-ce qu'il a introduit lui-même des modifications. Donc, quelle est sa part de responsabilité, hein, dans ce choix? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas un texte de toute façon de l'époque de la Révolution française. Ça, c'est très clair. Il s'est basé essentiellement sur un héritier du père Legrain qui lui a donné donc un texte qui nous dit qu'il a essentiellement suivi celui-là, mais c'est donc quand même plutôt la tentation de Saint-Antoine rouennaise, globalement. Mais voilà, il a pris quelques éléments à d'autres. Alors, voilà. Celui-là, je ne sais pas. Peut-être qu'en regardant les manuscrits de Gaston Batty à la Bibliothèque nationale, nous trouverons cela. Je trouverai réponse à cela. Bon, je pense il est temps de s'arrêter. Donc, sauf s'il y a une dernière question. Je ne sais pas, regardons un petit peu. On attend un peu dans le. Ah, là, Jean-Luc Impeux, pour info, j'ai harmonisé les airs de la tentation avec l'aide de Cochard à Charleville. Nous les avons adaptés pour Orgue de Barbarie. Les cartons sont dispo. Super. Bah, peut-être on pourrait mettre ces ressources-là aussi sur notre site. On verra. On réfléchit vraiment à ce qu'il n'y ait pas que du texte, qu'il y ait aussi un peu d'images quand même, peut-être un peu de vidéo aussi. Et puis, il y a aussi des traces sonores. Donc, voilà, ça peut avoir du sens aussi. Tout à fait. Bon, merci, bravo, que du bonheur. Bah, écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Nous en avons beaucoup besoin en ce moment. Donc, voilà, le prochain rendez-vous sera mardi 23 février, je disais, donc pour la table ronde de Francesca Di Fazio avec 3 autrices italiennes. Table ronde en italien. On essaiera de faire en sorte que cet italien soit compréhensible
un peu plus largement qu'au-delà que dans les frontières de la péninsule. Est-ce qu'il y a... Non, je m'arrête. Bon. Écoutez, merci à tous pour votre patience, merci pour votre intérêt. Et puis, au mois prochain, alors, au prochain rendez-vous avec Puppet Plays. Merci beaucoup, merci à Jean Boutan pour son aide, merci à Paul, Robert aussi pour son aide technique, merci derrière à Invisible, Carole Gudicelli, Francesca Di Fazio, Laurine Vauzel aussi qui nous accompagne depuis les coulisses.